Je me suis souvent demandé si la majorité des hommes prend jamais le temps de réfléchir à la signification formidable de certains rêves et du monde obscur auquel ils appartiennent. Sans doute nos visions nocturnes ne sont-elles, pour la plupart, qu'un faible et imaginaire reflet de ce qui nous est arrivé à l'état de veille, n'en déplaise à Freud avec son symbolisme puéril. Néanmoins, il en est d'autres, dont le caractère irréel ne permet aucune interprétation banale, dont l'effet impressionnant et un peu inquiétant suggère la possibilité de brefs aperçus d'une sphère d'existence mentale, tout aussi importante que la vie physique, et pourtant séparée d'elle par une barrière presque infranchissable. D'après mon expérience personnelle, je ne puis douter que l'homme, quand il perd conscience de ses liens avec la Terre, séjourne vraiment dans une autre vie incorporelle, très différente de celle que nous connaissons, dont il ne garde, au réveil, que des souvenirs vagues et confus. Ces fragments estompés nous permettent de déduire bien des choses et d'en prouver fort peu. Nous pouvons deviner que, dans nos rêves, la vie et la matière, telles que nous les trouvons dans notre monde, ne sont pas nécessairement constantes, que le temps et l'espace n'existent pas, tels que nous les comprenons à l'état de veille. Parfois je crois que la vie matérielle n'est pas notre vie véritable, et que notre futile présence sur le globe terrestre est un simple phénomène secondaire ou virtuel. Telles étaient les spéculations dont je fus tiré un après-midi de l'hiver 1900-1901 par l'arrivée à la maison de santé où j'exerçais les fonctions d'interne d'un homme dont le cas n'a pas cessé de me hanter depuis lors. Il se nommait Joe Slater, ou Slater, s'il faut en croire sa fiche, et avait le type des habitants de la région montagneuse des Catskills, rejeton étrange à l'aspect répugnant d'une de ces vieilles familles paysannes qui, en raison de près de 3 siècles d'isolement dans la forteresse d'un pays peu fréquenté, se sont enfoncées dans une dégénérescence barbare, au lieu de progresser comme leurs congénères plus heureux des districts fortement peuplés. Pour ces êtres bizarres, contrepartie exacte des pauvres blancs du Sud, il n'existe ni loi ni morale. Quant à leur niveau mental, il est probablement inférieur à celui de toute autre partie de la population américaine. Joe Slater, qui arriva à la maison de santé sous la garde vigilante de 4 agents de police et nous fut décrit comme très dangereux, ne présentait aucun signe de ces tendances meurtrières. Malgré sa haute taille et son corps bien musclé, il avait un air de stupidité inoffensive, grâce à ses petits yeux bleus pâles et humides, sa barbe jaune, aux poils rares, jamais rasés, sa lourde lèvre inférieure perpétuellement pendante. On ne connaissait pas son âge, car parmi les gens de sa race, il n'existe ni archive familiale, ni lien de famille permanent. Mais, d'après sa calvitie et le mauvais état de ses dents, le médecin-chef lui donna 40 ans. Voici tout ce que nous apprirent à son sujet les documents médicaux et légaux. Ce vagabond, chasseur et trappeur, avait toujours paru bizarre aux yeux de ses compagnons. Il dormait beaucoup plus longtemps que les autres, et, à son réveil, il parlait souvent de choses inconnues d'une façon insolite qui inspirait la crainte au cœur de ces hommes pourtant dépourvus d'imagination. Non pas que son langage eût une forme inhabituelle, car il n'employait jamais que le patois corrompu de la contrée. Mais le ton et la teneur de ses discours étaient empreints d'une extravagance si mystérieuse que nul ne pouvait les entendre sans frayeur. En général, lui-même était aussi terrifié et déconcerté que ses auditeurs. 1 heure après son réveil, il oubliait tout ce qu'il avait dit, ou, du moins, ce qui l'avait poussé à parler, et retrouvait son état normal de semi-amabilité bovine, propre à tous les montagnards de la région. À mesure que Slater vieillissait,
Ces aberrations matinales devinrent plus fréquentes et plus violentes, jusqu'à ce que, enfin, un mois avant son arrivée à la maison de santé, survint le drame qui avait déterminé son arrestation par les autorités. Un jour, vers midi, au terme d'un profond sommeil commencé la veille, à 5 heures, après une débauche de whisky, Slater s'était réveillé brusquement en poussant des cris si horribles que plusieurs voisins coururent vers sa cabane, immonde porcherie, dans laquelle il vivait avec une famille aussi abjecte que lui-même. Après s'être précipité au dehors, dans la neige, il avait commencé à sauter en l'air, les bras levés vers le ciel, en criant qu'il était bien décidé à atteindre une grande cabane au toit, aux murs et au sol plein de lumière, où on entendait résonner une étrange musique lointaine. Tandis que 2 hommes de taille moyenne s'efforçaient de le maîtriser, il s'était débattu avec la force et la fureur d'un démon, hurlant son désir tyrannique de trouver et de tuer une certaine créature qui brille et tremble et rit. Enfin, après avoir abattu d'un coup de poing un de ceux qui le tenaient, il s'était jeté sur l'autre dans un accès de folie meurtrière, vociférant comme un démon qu'il sauterait en l'air et se frayerait un chemin brûlant à travers tout ce qui l'arrêterait. Les membres de sa famille et les voisins s'étaient alors enfuis, en proie à une peur panique. Quand les plus courageux revinrent, ils constatèrent que Slater avait disparu, laissant derrière lui une masse sanglante, méconnaissable, qui avait été un homme vivant 1 heure plus tôt. Aucun des montagnards n'osa le poursuivre, et très vraisemblablement, il aurait été très heureux qu'il mourût de froid. Mais plusieurs jours plus tard, ils l'entendirent hurler un beau matin, dans un ravin profond. Puisqu'il avait réussi à survivre, il devenait absolument nécessaire de s'en débarrasser d'une façon quelconque. Des hommes armés se mirent en chasse. Nul ne saura jamais quelles étaient leurs intentions, car un agent de la police monté les repéra par hasard, les interrogea, se joignit à leurs troupes et dirigea officiellement les recherches au nom du shérif. Le 3e jour, on trouva Slater évanoui dans un arbre creux. Il fut transporté à la prison la plus proche, où des médecins aliénistes, venus d'Albany, l'examinèrent dès qu'il eut repris ses sens. Il leur raconta une simple histoire. Il s'était endormi un après-midi au coucher du soleil, après avoir bu beaucoup d'alcool. À son réveil, il s'était trouvé debout, dans la neige, les mains ensanglantées, à côté du cadavre mutilé de son voisin Peter Slater. Horrifié, il avait fui dans les bois pour s'éloigner de la scène de son crime. En dehors de cela, il semblait ne rien savoir, et les questions expertes des aliénistes ne purent lui arracher aucun autre détail. Cette nuit-là, Slater dormit paisiblement. Quand il s'éveilla le lendemain, il ne présentait rien de particulier, sinon un certain changement dans son expression. Le docteur Barnard, qui l'avait observé, crut remarquer une lueur étrange dans ses yeux bleus et un resserrement presque imperceptible de ses lèvres, qui semblait révéler une résolution intelligente. Mais quand on l'interrogea de nouveau, il retomba dans son hébétude coutumière et se contenta de répéter ce qu'il avait dit la veille. Le 3e jour survint sa première crise mentale. Au sortir d'un sommeil agité, il eut un accès de folie furieuse, tellement violent qu'il fallut les efforts réunis de 4 hommes pour lui passer la camisole de force. Les médecins aliénistes l'écoutèrent parler avec la plus vive attention, car leur curiosité avait été éveillée par les histoires suggestives, bien que souvent contradictoires et incohérentes, de ses voisins et des membres de sa famille. Slater délira pendant plus d'1 quart d'heure, décrivant, dans son patois montagnard, de verts édifices de lumière, des océans d'espace, une étrange musique, des montagnes et des vallées irréelles. Il insista particulièrement sur une mystérieuse entité flamboyante qui tremblait, riait et se moquait de lui.
Cette immense et vague personnalité semblait lui avoir fait subir une terrible injustice, et son plus grand désir était de la tuer, afin de remporter une revanche triomphale. Pour l'atteindre, il s'élèverait à travers des abîmes vides, brûlant tous les obstacles qui se présenteraient sur son chemin. Brusquement, il cessa de parler. Le feu de la démence s'éteignit dans ses yeux, et il demanda, d'un air stupide, à ceux qui l'interrogeaient, pourquoi il avait le torse emprisonné. Le docteur Barnard déboucla le harnais de cuir qu'il remit en place la nuit venue, après avoir persuadé Slater de l'accepter de bon gré dans son propre intérêt. Le patient avait reconnu qu'il lui arrivait de tenir des propos étranges sans savoir pourquoi. Les crises qui se produisirent au cours des semaines suivantes n'apprirent rien de nouveau aux médecins. Ils méditèrent longuement sur la source des visions de Slater, car comme il ne savait ni lire ni écrire, et comme il semblait n'avoir jamais entendu raconter une légende ou un conte de fées, les images splendides dont ses discours étaient pleins paraissaient inexplicables. De toute évidence, elles ne pouvaient provenir d'un mythe connu, puisque le malheureux dément s'exprimait uniquement dans son patois. Dans son délire, il parlait de choses qu'il ne comprenait pas et ne pouvait pas expliquer, qu'il prétendait avoir connues par expérience personnelle, mais que nul récit normal ou cohérent n'aurait pu lui mettre en tête. Les médecins conclurent que ces troubles mentaux étaient dus à des rêves anormaux dont la force pouvait, pendant un certain temps, dominer l'esprit éveillé de cet homme fruste. Slater fut jugé en bonne et due forme, sous inculpation de meurtre, acquitté en raison de sa folie, et confié à la prison de santé où j'occupais un humble poste. Étant donné mon intérêt constant et profond pour la vie onirique, je me mis à étudier avidement le nouveau malade dès que je connus tous les éléments de son cas. Il semblait sentir en moi une certaine sympathie en raison de l'intérêt que je ne pouvais dissimuler et de la douceur avec laquelle je l'interrogeais. Il ne me reconnaissait jamais au cours de ses crises, tandis que je me penchais, retenant mon souffle, sur les visions cosmiques évoquées par ses discours incohérents. Mais il m'accueillait amicalement pendant ces heures calmes, assis près de sa fenêtre, muni de barreaux, en train de tresser des paniers de paille et d'osier, regrettant peut-être la liberté des montagnes qu'il ne goûterait plus. Les membres de sa famille ne lui rendaient jamais visite. Il avait dû trouver un autre chef provisoire. Peu à peu, je me sentis écrasé de stupeur et d'émerveillement par les conceptions fantastiques de Joe Slater. Cet homme était lamentablement inférieur par sa mentalité et par son langage. Mais ces visions titanesques, décrites pourtant dans un jargon barbare, ne pouvaient être conçues que par un cerveau exceptionnel. Comment l'imagination pesante d'un dégénéré de Catskill pouvait-elle évoquer des scènes dont la conception impliquait une étincelle de génie? Comment ce lourdeau avait-il pu se faire une idée de ces royaumes étincelants de l'espace qu'il décrivait dans son délire? De plus en plus, j'inclinais à croire que dans la pitoyable personnalité prostrée devant moi se trouvait le noyau d'une chose qui passait ma compréhension et qui passait bien davantage la compréhension de mes confrères scientifiques et médicaux, beaucoup plus expérimentés mais moins imaginatifs que moi. Néanmoins, je ne pouvais tirer du malade rien de précis. Au bout du compte, tout ce que je savais se bornait à ceci. Dans une vie onirique semi-corporelle, Slater errait ou flottait à travers des vallées, des collines et des prairies d'une prodigieuse splendeur, dans des palais et des cités de lumière au sein d'un espace illimité inconnu de l'homme. Lui-même n'était pas un paysan dégénéré, mais une créature d'importance, fière et dominatrice, contrecarrée par un seul ennemi mortel, entité d'une structure visible, quoique éthérée,
qui ne semblait pas affecter une forme humaine, car Slater en parlait toujours comme d'une chose. Cette chose lui avait fait un tort épouvantable et mystérieux, dont le démon, si toutefois c'en était un, brûlait de tirer vengeance. D'après ces allusions à leurs demeures respectives, je conclus que lui et la chose lumineuse s'étaient rencontrés sur un pied d'égalité, que, dans son existence onirique, Slater était lui-même une chose lumineuse, de la même race que son ennemi. Cette impression était renforcée par sa résolution, maintes fois annoncée, de voler à travers l'espace et de brûler tout ce qui essaierait d'entraver son avance. Pourtant, ces conceptions étaient formulées dans des termes rustiques parfaitement inadéquats. Ceci m'amena à conclure que, s'il existait vraiment un monde onirique, on n'y utilisait pas le langage parlé comme moyen de transmission de la pensée. L'âme qui habitait ce corps inférieur luttait-elle désespérément pour exprimer des choses qu'une langue hésitante et stupide ne pouvait formuler? Me trouvais-je en présence d'émanations intellectuelles qui expliqueraient le mystère si je parvenais à les découvrir et à les déchiffrer? Je ne soufflai mot de tout ceci à mes aînés, car l'âge mûr est sceptique, cynique et peu enclin à accueillir des idées neuves. D'ailleurs, le médecin-chef m'avait fait observer récemment d'un ton paternel que je me surmenais et que mon esprit avait besoin de repos. J'étais depuis longtemps persuadé que la pensée humaine est faite essentiellement de mouvements atomiques ou moléculaires, transformables en ondes d'une énergie irradiante, telles que la chaleur, la lumière et l'électricité. Cette conviction m'avait conduit à envisager la possibilité d'une communication mentale ou télépathique au moyen d'un instrument approprié, alors que j'étais encore à l'université. J'avais monté des appareils transmetteurs et récepteurs assez semblables aux instruments rudimentaires utilisés pour la télégraphie sans fil. J'en avais fait l'essai avec un de mes camarades, mais n'ayant obtenu aucun résultat, je les avais rangés avec tout un bric-à-brac scientifique, en vue de les utiliser peut-être un peu plus tard. Poussé par mon intense désir de sonder la vie onirique de Joe Slater, je recherchai ces appareils et passai plusieurs jours à les réparer. Quand ils furent complets, une fois de plus, je ne perdis aucune occasion de les utiliser. Chaque fois que Joe Slater avait une crise, je plaçais le transmetteur sur son front et le récepteur sur le mien. Puis j'effectuais des réglages constants et délicats pour tenter de trouver diverses longueurs d'onde d'énergie intellectuelle plus ou moins hypothétiques. Je ne concevais guère comment les impressions de pensée, en admettant qu'elles me parvinssent, déclencheraient dans mon cerveau une réaction intelligente, mais j'étais certain de pouvoir les détecter et les interpréter. Je continuai donc mes expériences sans en souffler mot à personne. L'événement se produisit le 21 février 1901. Lorsque je regarde en arrière, je me rends compte à quel point cela semble irréel, et je me demande parfois si le vieux Dr Fenton n'avait pas raison d'attribuer ces faits à mon imagination échauffée. Je me rappelle qu'il m'écouta avec beaucoup de patience et de bonté, mais ensuite il m'administra un calmant et m'octroya 6 mois de congé. En cette nuit fatale, je me trouvai au comble du trouble et de l'agitation, car malgré les soins excellents qu'il avait reçus, Joe Slater était, à n'en pas douter, à l'article de la mort. Peut-être n'avait-il pu supporter la perte de sa liberté, peut-être le tumulte de son cerveau était-il devenu trop violent pour son corps apathique. Quoi qu'il en fût, la flamme allait s'éteindre. Il s'assoupit vers la fin de la journée et, à la tombée de la nuit, il s'abandonna à un sommeil agité. Je ne lui mis pas sa camisole de force, contrairement à l'habitude. Il me paraissait beaucoup trop faible pour être dangereux, même s'il devait s'éveiller sous l'effet d'une crise mentale avant de rendre l'âme. Mais je ne manquai pas d'ajuster sur son front et sur le mien les 2 parties de ma radio cosmique,
espérant, contre tout espoir, de recevoir un premier et dernier message du monde onirique dans le peu de temps qui me restait. Dans la cellule se trouvait avec nous un infirmier, individu médiocre, qui ne comprit pas le but de mon appareil et ne songea pas à me demander quelle était mon intention. À mesure que les heures passaient, je vis sa tête tomber sur sa poitrine sous l'effet du sommeil, mais je me gardai de le déranger. Moi-même bercé par la respiration rythmée des deux hommes, je dus m'assoupir un peu plus tard. Je fus réveillé par les sons d'une mélodie surnaturelle. Des accords, des vibrations, des extases harmoniques résonnaient passionnément de tous côtés, tandis que, devant mes yeux, ravis, se déployait un spectacle stupéfiant, empreint d'une beauté suprême. Des murs, des colonnes, des architraves de feu vivants flamboyaient autour de l'endroit où je semblais flotter dans les airs, montant jusqu'à une voûte démesurée d'une splendeur indescriptible. Se mêlant à cette magnificence architecturale, ou plutôt la supplantant parfois dans un mouvement kaléidoscopique, apparaissaient de vastes plaines et de gracieuses vallées, de hautes montagnes et des grottes attrayantes parées de tous les attraits d'un paysage qu'il me fut possible de concevoir. Et pourtant, formés d'une seule et même entité plastique, éthérée, dont la texture participait autant de l'esprit que de la matière. Tandis que je contemplais ce spectacle, je m'aperçus que mon cerveau possédait la clé de ces métamorphoses enchanteresses, car chaque scène nouvelle était celle que mon esprit changeant souhaitait voir plus particulièrement. Dans ce royaume élyséen, je ne résidais pas en étranger. Tout ce que je voyais et entendais m'était familier, comme cela l'avait été éternellement avant moi, comme cela le serait éternellement après moi. Puis l'aura resplendissante de mon frère de lumière s'approcha de moi et s'entretint avec moi d'âme à âme, dans un échange de pensées silencieux et parfait. C'était une heure de triomphe, car mon frère échappait enfin à un esclavage périodique et dégradant. Il y échappait à tout jamais, et se préparait à poursuivre l'oppresseur maudit jusqu'aux régions les plus lointaines de l'éther pour exercer sur lui une vengeance brûlante qui ébranlerait les sphères. Nous flottâmes ainsi pendant un certain temps. Ensuite, je m'aperçus que les objets s'estompaient et disparaissaient autour de nous, comme si une force inconnue m'attirait vers la terre, où je n'avais pas le moindre désir d'aller. La forme près de moi parut sentir un changement, elle aussi, car peu à peu elle mit fin à son discours et se prépara à partir, s'évanouissant à mes yeux, un peu moins vite que les autres objets. Nous échangeâmes encore quelques pensées, et je compris que mon frère de lumière et moi-même étions rappelés en esclavage. Mais pour lui, ce serait la dernière fois, sa pitoyable enveloppe planétaire étant près de l'anéantissement. En moins d'une heure, il serait libre de poursuivre son oppresseur le long de la voie lactée jusqu'aux confins de l'infini. Un choc très net sépare ma dernière impression du monde resplendissant et mon brusque réveil. Tandis que je me redressais sur mon fauteuil, un peu honteux de moi-même, je vis l'agonisant bouger faiblement sur son lit. Joe Slater s'éveillait, sans doute pour la dernière fois. En l'observant de plus près, je vis que sur les joues jaunâtres brillaient des taches de couleur qui ne s'y trouvaient pas auparavant. Les lèvres étaient fermement serrées, comme par la force de volonté d'un personnage beaucoup plus énergique que lui. Finalement, tout le visage se raidit, et la tête aux yeux clos s'agita en tous sens. Sans réveiller l'infirmier endormi, je rajustai ma radio télépathique afin de capter l'ultime message que le rêveur pourrait avoir à transmettre. Soudain la tête se tourna vivement dans ma direction, et les yeux s'ouvrirent. Je demeurai frappé de stupeur. L'homme qui avait été Joe Slater, le montagnard dégénéré des Catskills, fixait sur moi deux yeux éclatants, dont le bleu paraissait plus profond.
On ne décelait dans ce regard ni folie ni dégénérescence. Je sentis que, sans le moindre doute, je contemplais un visage derrière lequel se trouvait un esprit actif d'un ordre supérieur. À ce moment, je me rendis compte qu'une influence extérieure s'exerçait sur mon cerveau. Je fermai les yeux pour mieux concentrer ma pensée, et je fus récompensé par la certitude positive que le message mental tant attendu venait enfin d'arriver. Chaque idée transmise se formait rapidement dans mon esprit, et bien que nul langage concret ne fût employé, j'associai la conception et l'expression avec tant de facilité qu'il me semblait entendre une communication faite en anglais. « Joe Slater est mort », me dit la voix terrifiante qui me parvenait par-delà le mur du sommeil. En proie à une curiosité horrifiée, je regardai le malade étendu sur son lit, mais les yeux bleus restaient toujours calmement fixés sur moi. Le visage était toujours empreint d'une animation intelligente. « Mieux vaut qu'il soit mort, » continua la voix, car il était incapable de supporter le fardeau de l'intellect d'une entité cosmique. Son corps grossier n'a pas pu s'adapter aux ajustements nécessaires entre la vie éthérée et la vie de sa planète. Il était trop proche de l'animal, trop loin de l'homme. C'est à cause de cette imperfection que tu as réussi à me découvrir, car les âmes cosmiques et les âmes planétaires ne devraient jamais se rencontrer. Il a connu mon tourment et ma prison diurne pendant 42 années terrestres. Je suis une entité semblable à celle que tu deviens dans la liberté d'un sommeil sans rêve. Je suis ton frère de lumière, et j'ai flotté avec toi dans les vallées resplendissantes. Il ne m'est pas permis de révéler à ton moi terrestre la nature de ton moi véritable. Mais nous sommes tous des voyageurs à travers de vastes espaces et des siècles innombrables. L'année prochaine, peut-être, séjournerai-je dans l'antique Égypte ou dans le cruel empire de Tsan-Chan, qui doit venir dans 3000 ans. Toi et moi, nous avons atteint les mondes qui tourbillonnent autour d'Arcturus la Rouge. Nous avons habité le corps des insectes philosophes qui rampent fièrement sur la 4e lune de Jupiter. Combien peu le moi terrestre connaît la vie et son étendue. Combien peu il doit en connaître pour la paix de son âme. De l'oppresseur, je ne puis souffler mot. Vous autres terrestres, vous avez, sans vous en douter, senti sa présence lointaine, et vous avez donné futilement à ce phare scintillant le nom d'Algol, l'étoile du démon. Depuis des milliers de siècles, j'ai lutté en vain pour rencontrer et vaincre le tyran, mais j'en ai été empêché par l'obstacle des corps matériels. Ce soir, je m'élance, comme une némésis prête à exercer une juste et cataclysmique vengeance. Regarde-moi quand je serai dans le ciel, près de l'étoile du démon. Je ne puis t'en dire plus, car le corps de Joe Slater se raidit et se refroidit. Les cellules grossières de son cerveau cessent de vibrer selon mon gré. Tu as été mon seul ami sur cette planète, la seule âme qui m'ait deviné et recherché dans la répugnante dépouille gisant sur cette couche. Nous nous rencontrerons à nouveau, peut-être dans les brumes brillantes de l'épée d'Orion, peut-être sur un plateau désolé de l'Asie préhistorique, peut-être ce soir même dans des rêves que tu oublieras peut-être sous une autre forme, dans des milliers de siècles, quand le système solaire aura été anéanti. À ce moment, les ondes de pensée cessèrent soudain, et les yeux pâles du rêveur, ou dois-je dire du mort, commencèrent à devenir vitreux. Tout hébété, je m'approchai de son lit et lui tâtai le poignet. Il était froid, raide, sans pulsation. Les joues jaunâtres blêmirent, les lèvres épaisses s'ouvrirent et révélèrent les crocs pourris de Joe Slater. Ayant tiré en frissonnant la couverture sur le visage hideux, j'éveillai l'infirmier. Puis je sortis de la cellule et regagnai ma chambre en silence. J'éprouvai le désir tyrannique et inexplicable de me plonger dans un sommeil peuplé de rêves dont je ne me souviendrai pas.
L'apogée de cette aventure, quel simple compte-rendu scientifique peut se vanter d'une conclusion si pompeuse? Je me suis contenté de rapporter certaines choses que je considère comme des faits, en vous laissant le soin de les interpréter à votre guise. Comme je l'ai déjà dit, mon supérieur, le vieux docteur Fenton, nie la réalité de mon récit. Il affirme que mes nerfs étaient surmenés et que j'avais grand besoin du long congé payé qu'il m'a si généreusement octroyé. Il me jure sur son honneur professionnel que Joe Slater était un vulgaire paranoïaque dont les conceptions fantastiques devaient provenir des contes populaires transmis de génération en génération, même dans les communautés les plus décadentes. Mais il a beau dire, je ne puis oublier ce que j'ai vu dans le ciel la nuit qui suivit la mort de Slater. De peur que vous ne me preniez pour un témoin prévenu, une autre plume que la mienne doit vous fournir cet apogée que vous attendez. Je cite mot pour mot le compte-rendu de la naissance de l'étoile Nova Persei, tel qu'il est donné par le professeur Garrett P. Serviss, qui fait autorité en matière d'astronomie. Le 22 février 1901, le docteur Anderson d'Emmenberg a découvert une merveilleuse étoile nouvelle, pas très loin d'Algol, à un point où l'on n'avait jamais vu d'astre auparavant. En 24 heures, la nouvelle venue était devenue si brillante qu'elle éclipsait Capella. Au cours des 2 semaines suivantes, son éclat diminua considérablement, et au bout de quelques mois, c'est à peine si elle était visible à l'œil nu.